nous allons, après le juriste, passer à essentiellement une femme politique, que nous sommes particulièrement, j'allais y venir, essentiellement, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir de Paris. Elle est effectivement sénatrice pour les Europe Écologie Les Verts, c'est à la circonscription de Paris. Elle est également directrice d'études à la Sorbonne, et en toutes ses qualités, nous sommes très heureux de l'écouter. Je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous, même si la journée est bien avancée déjà. Je remercie Matteo à la Louve de m'avoir invité au nom du comité qui a organisé ce colloque. Et bon, c'est un ancien ami, on se voit lors d'occasions de ce genre. Et je suis toujours très contente de venir rencontrer ces personnes qui prennent la parole, disent des choses avec courage et détermination. Et cela, nous donne du courage pour aller de l'avant. Merci de m'avoir invité. Et ici, bon, je suis entre le droit, qui est une partie de mon métier, puisque je légifère, et entre l'histoire, puisque je suis historienne des Juifs. Mais là, vous m'avez posé une question qui est politique. Vous m'avez posé la question: à quoi sert la dénonciation du nouvel antisémitisme? Je ne pourrais pas vous faire un cours d'histoire, ça ne peut qu'être une réponse politique. Et comme là, vous m'avez présenté comme politique, je voudrais faire une remarque. Commencer par une remarque avant d'essayer de comprendre, de faire comprendre la réponse à cette question. Donc, il faut que je fasse un développement. Mais en même temps, je voudrais, monsieur, faire une petite remarque, si vous me le permettez. Je ne suis pas toujours d'accord, ni comme historienne, ni comme politique, qu'on fasse des comparaisons avec le nazisme. Même si ce grand historien l'a fait, un historien israélien que nous tous nous respectons énormément. Mais peut-être qu'il vaut mieux condamner chaque État pour ce qu'il a fait. Et c'est contre-productif. Le nazisme et Israël, qu'est-ce que ça rapporte une fois qu'on a dit ça? Vous voyez? Et moi, en tant que politique, je ne peux pas entendre ça. Voilà. Excusez-moi de commencer avec cette remarque, parce que en soi, on peut l'expliquer. Zeev Sternel a une réponse à ça. C'est son point de vue. Mais ça n'apporte rien. Il faut condamner Israël pour ce qu'il fait contre les Palestiniens et pas les comparer au nazisme. D'abord, le nazisme n'a pas agi, il n'a pas suivi la même procédure. Essayons d'être quand même un peu plus raisonnable, parce que moi, personnellement, je ne peux pas, en tant que politique, entendre cette comparaison. Elle me gêne. Voilà. Une fois dit, monsieur, vous avez raison, ce que vous avez décrit est très intéressant et ça m'a beaucoup apporté. Je ne connaissais pas ça. Je sais que vous avez pris comme exemple ce que fait Stern. Mais je vais vous dire, je vais être terre à terre. Les blagues juives, c'est les juifs qui les font. Enfin, Sternel peut dire, voilà, nazisme, etc. Si quelqu'un d'autre, c'est mon opinion, monsieur. Les autres en rient, heureusement. Bon, écoutez, on va clore ce débat, mais j'ai pris cet exemple. Sternel le dit, mais moi, j'aimerais pas que tout le monde le dise, parce que vous êtes un homme d'une grande culture et vous avez travaillé sur cette question très importante, mais quelqu'un le dit, un autre le dira, sur les raisons, on dira Israël nazi. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, une fois cette explication donnée, excusez-moi, je vais essayer de trouver une réponse à votre question piège, mais non, disons, piège, mais en même temps fondée. Alors, il est difficile, n'est-ce pas, de distinguer entre l'ancien antisémitisme et le nouveau. Moi, ce mot m'a toujours surpris.
il y aurait un antisémitisme nouveau, comme le Beaujolais nouveau, etc. Et non, est-ce que nouvel antisémitisme signifie l'antisémitisme qu'on retrouve aujourd'hui dans les milieux musulmans et dans l'islamisme radical? S'il y a une distinction à faire entre les deux, disons entre guillemets, les deux antisémitismes, ça se situe au niveau de la source. Dans les deux cas, les grands thèmes de l'antisémitisme, dans ce qu'on appelle l'ancien et le nouveau, enfin même si c'est, comme je l'ai dit, cette distinction est inintéressante, dans les deux cas, les grands thèmes de l'antisémitisme moderne sont présents: le juif riche, le juif puissant, le juif des médias. Dans le deuxième cas, celui qu'on va appeler de nouveau nouvel antisémitisme, ce qu'on constate, c'est le fait qu'au centre se trouve le conflit israélo-palestinien, qu'il n'y avait pas dans l'antisémitisme que vous avez décrit du 19e siècle, de Wilhelm Marr, qui est quand même, le mot même est un nouveau concept, puisque avant on parlait d'antijudaïsme et qu'on parle, l'antisémitisme de Wilhelm Marr parle d'antijudaïsme plus antisémitisme, donc c'est une sorte d'unification politisée du terme. Il n'y a pas le conflit israélo-palestinien. C'est ce qui est nouveau et qui sert souvent d'alibi. On peut pratiquer ce nouvel antisémitisme parce que on réprouve, il se peut, c'est pas toujours le cas, parce que on réprouve la politique d'Israël à l'endroit des Palestiniens. Dans les milieux islamistes, au thème principaux de l'antisémitisme classique, là c'est aussi une spécificité, s'ajoute l'antijudaïsme. Un antijudaïsme qui cherche appui dans le Coran et dans les hadiths, donc dans les commentaires du Coran. Ceci est valable également dans les pays musulmans, dans cet islamisme qui prend appui sur le conflit israélo-palestinien. Cet antisémitisme dit nouveau se trouve également dans les milieux non musulmans qui défendent la cause palestinienne. Ce n'est pas une règle, mais on peut retrouver également des dérives vers l'antisémitisme dans certains milieux pro-palestiniens. Toutefois, il est présent, il est dérangeant, surtout qu'il dispense des arguments à ceux qui avancent dans les milieux juifs. Voilà, quand il y a une dérive dans les milieux pro-palestiniens, immédiatement les juifs prennent ça comme alibi pour dire voilà, tous ceux qui s'opposent à Israël, qui condamnent Israël, seraient des antisémites. Ce qui, bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Alors, dans ce cas-là, il arrive que antisionisme se confonde avec antisémitisme. Ce qui, bien sûr, rétrécit la marge de la défense de la cause palestinienne. Il en va de même pour les défenseurs, certains défenseurs du BDS, dans ces milieux d'extrême gauche, la dérive de certains est présente aussi. Alors, je me fais l'avocat du diable, sans être avocate, l'avocat du diable pour montrer quand même, pour démontrer plutôt que ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de trouver une réponse. Celui-là est antisémite, non, l'antisémitisme est seulement musulman, non, l'antisémitisme est seulement d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Après la seconde intifada, parallèlement à la manifestation nette dans les milieux musulmans de l'antisémitisme, enfin, on ne va pas faire des longues descriptions, il y a eu une identification dans les banlieues aux héros palestiniens qui se faisaient tuer pour une cause que ce héros considérait comme positive. Face à la politique, à l'endroit des jeunes des banlieues, que ce soit en France ou ailleurs, le héros palestinien devenait un héros positif. Alors, en même temps, après la seconde intifada, du côté des Juifs, il y a eu une telle identification à Israël qui a commencé quand même
partir de la guerre des 6 jours. Chez les Juifs, il y a eu cette identification très forte parce que Israël devenait quelque part le dernier refuge en cas de guerre ou de persécution. Alors les Juifs, progressivement, se sont transformés en sorte d'antenne de l'ambassade d'Israël qui a profité de ce repli face à l'antisémitisme pour les encourager dans cette voie. Aux États-Unis, le phénomène n'a pas pris les mêmes dimensions, vu que les populations juives locales ont eu dans leur histoire très peu de contact avec le monde musulman, et que les communautés juives et musulmanes, n'habitant pas dans les mêmes quartiers aux États-Unis, n'ont pas eu à s'affronter sur les problèmes que nous connaissons en France, par exemple, entre ces deux communautés. Vous m'excuserez. J'ai une rhinopharyngite et j'ai une extinction de voix. Les séfarades, majoritaires en France, arrivent à partir des années fin 50 dans les mêmes banlieues et y habitent longtemps. Excusez-moi, je ne fais pas exprès, mais... Je reprends. Tandis qu'en France, par exemple, la cohabitation a commencé dès les années fin 50, puisque les Juifs venus d'Afrique du Nord se sont installés dans les banlieues des grandes villes, où sont venus des musulmans avec la grande émigration des années 70. Donc ces deux communautés se sont trouvées confrontées dans le même espace. Il y avait déjà un contentieux chez les arabo-musulmans des colonies, enfin en particulier d'Algérie, surtout avec le décret Crémieux de 1870. Je vais parler avec un bonbon dans la bouche, vous m'excusez. Un contentieux chez les musulmans qui, avec le décret Crémieux de 1870, n'avait pas eu la citoyenneté française, tandis que les Juifs l'avaient eue. À cela s'ajoute bien sûr la réussite des Juifs dans ces mêmes quartiers qui sont partis assez rapidement, les relations des Juifs avec Israël plus suivies, puisque vous savez que les Juifs d'Afrique du Nord ont des membres de leur famille qui sont partis lors du grand exode en Israël, en particulier les Juifs tunisiens et marocains. Alors, il y a aussi ce qui est arrivé, et une chose à laquelle on fait peu attention, c'est le tissage de la légende de l'expulsion de ces pays du Maghreb par les Arabes des Juifs. Alors, cette légende s'est tissée lentement, puisque, comme vous savez, il n'y a jamais eu de décret d'expulsion des Juifs dans ces pays. Il n'y a jamais eu. Sauf qu'il y a des raisons historiques qui ont fait que les Juifs n'ont pas appartenu au mouvement de libération nationale, puisque dans ces mouvements de libération, merci beaucoup, je suis chouchoutée, je reviens à Bruxelles, merci. Il n'y a pas eu donc de décret, mais les Juifs vraiment n'ont pas participé au mouvement de libération, sauf en Irak, où les Juifs étaient très, très intégrés, et en Égypte, où les Juifs, par le communisme, ont pu accéder au mouvement de libération. Alors, cette légende s'est tissée très lentement, puisque, à leur arrivée, les Juifs d'Afrique du Nord, en France, parlaient de ce pays perdu, de cet Orient perdu, des orangers, des saveurs, des parfums. Il y a eu, dans les années 80, un grand nombre de romans qui ont été écrits sur cette nostalgie. Cette nostalgie, après, est devenue
une sorte de légende de l'expulsion. Il y a eu une projection du traumatisme vécu dans ces pays. Le départ de l'exil est toujours un traumatisme sur Israël, où les Palestiniens vainqueurs les expulseraient également. C'est surtout après la guerre des 6 jours. Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement israélien, comme vous le savez, vous devez recevoir, s'il y a des Juifs qui reçoivent cette brochure tous les ans, une documentation de propagande de l'ambassade d'Israël qui renforce le parallélisme entre le sort des Palestiniens et le sort qui avait été réservé aux Juifs avec les indépendances au Maghreb et au Moyen-Orient. Je suis désolée. Alors, avec cette projection, Israël devenait un abri face aux vicissitudes du passé. Bon, je ne sais pas si je pourrais continuer, mais bon, je ne peux rien. Hein. Non. Nous sommes pleins de... Qu'est-ce que je fais? Vous continuez à votre aise. Oui, doucement. Vous pouvez attendre un petit peu. On peut aussi décider, on peut aussi à la limite arrêter un peu maintenant. Vous voulez qu'on arrête? Bon, je vais essayer d'aller jusqu'au bout parce qu'il faut que je réponde à la question. Oui, on pourrait arrêter. Bon, ça va aller. Donc, pour résumer, la proximité géographique de ces deux grandes communautés musulmanes et juives en France, le contentieux historique, le conflit israélo-palestinien, qu'Israël a voulu identifier avec ce qui s'était passé au Maghreb et au Moyen-Orient, ont fait que les Juifs de France sont devenus, quelque part, les meilleurs alliés d'Israël et qu'Israël a instrumentalisé cette proximité affective avec Israël, des Juifs, disons, des pays francophones. De surcroît, la France est le dernier pays qui peut servir encore de réservoir pour l'émigration en Israël, dont la démographie est une obsession nationale. L'antisémitisme est-il ainsi devenu un credo dans les milieux juifs manipulés par le gouvernement israélien, dont la majorité est juive nord-africaine? L'antisémitisme est devenu ainsi un outil politique, surtout qu'il trouve des échos dans les milieux politiques de droite, qui nourrissent un rejet depuis longtemps contre les Français musulmans de France et les musulmans tout court, dans un pays où l'abcès de la décolonisation n'est pas totalement crevé. En fait, une convergence des contentieux, je dis ça au pluriel, qui sert Israël dans un pays qui n'est pas neutre et qui a déporté quand même 73 000 Juifs pendant la guerre. Alors, je dis ça parce que d'un côté, vous avez un soutien qui semble parfois incompréhensible à l'endroit d'Israël, et de l'autre côté, dans ces mêmes milieux, on peut être aussi antisémite. Donc, on est dans une sorte de convergence d'intérêts. On peut être, disons, soutien d'Israël parce que on préfère les Juifs aux musulmans qu'on rejette en bloc, en raison toujours de se souvenir, n'est-ce pas, de cette décolonisation qui n'est pas réglée en France puisque on est toujours en train de tâtonner. La dénonciation du nouvel antisémitisme a trouvé un écho favorable en France, se cristallisant autour du conflit israélo-palestinien, surtout pour montrer qu'Israël a raison dans la politique qu'il poursuit à l'endroit des Palestiniens, en particulier lorsque l'image d'Israël ne fait que se dégrader dans l'opinion internationale en général. D'ailleurs,
le fait que Jospin ait sous-estimé l'antisémitisme en France, lorsqu'il était Premier ministre, a fait basculer le vote juif, qui était majoritairement à gauche, vers la droite. Arrêt. Donc, tout cela ne signifie pas que l'antisémitisme est absent en France. Au contraire, il y a actuellement un antisémitisme important qui s'est développé dans les sphères de l'extrême droite, dans les milieux dans certains milieux pro-palestiniens qui confondent défense de la Palestine, antisionisme et antisémitisme, parallèlement à cet antisémitisme venant des milieux franco-musulmans et islamistes qui a mené jusqu'aux tueries de Mera, de l'hypercacher de Vincennes, au meurtre du jeune Halimi, puis de Madame Sarah Halimi, et peut-être à celui de Madame Mireille Knoll, puisque c'est pas sûr que ce soit un meurtre antisémite. Ces cas extrêmes qui mènent jusqu'au meurtre relèveraient-ils du nouvel antisémitisme? En tout cas, ils relèvent de l'antisémitisme classique où on tue une ou un juif parce qu'il est ou elle est juive. L'antisémitisme d'extrême droite n'est pas silencieux, ni l'antisémitisme qu'on appelle ordinaire. Alors, là on arrive à la question, toutes les institutions juives se trouvent elles-mêmes prises dans le piège de leur propre instrumentalisation, encouragée par le gouvernement israélien, pendant que l'antisémitisme de sources différentes se développe conjointement, sans toujours un lien direct. Comment les institutions juives peuvent-elles faire le tri et se défendre contre l'une ou l'autre forme d'antisémitisme? Ça, c'est la première question. En ces temps où les survivants de la Shoah disparaissent, les uns après les autres, où une grande partie des jeunes générations n'a jamais entendu parler de la Shoah, il n'y a plus de paravent contre l'antisémitisme. Les institutions voulaient mettre en avant l'antisémitisme arabo-musulman pour servir la cause d'Israël. Aujourd'hui, ces différents courants antisémites qui convergent les mettent en une vraie difficulté. Après avoir crié au loup pendant des années, maintenant, leur discours sur l'antisémitisme qui est réel et actif en France n'imprime plus. Une erreur politique dont Israël est en grande partie responsable à force de faire jouer les Juifs de France à ce jeu dangereux. Et les Juifs de Belgique aussi, enfin je parle de ces pays où il y a des grandes communautés juives et musulmanes. Netanyahou, à force de s'ériger en père protecteur des Juifs, a forcé la confusion entre Juifs et Israéliens, ce qui n'arrange pas les choses. Il revient aux institutions juives de revoir leur stratégie de combat contre l'antisémitisme avant qu'elles ne se retournent contre les Juifs. Alors, j'ai fini, malgré le retard. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on défend Israël, mais de savoir comment on défend les Juifs en France et en Belgique et en Europe contre l'antisémitisme, quelle que soit sa source. Merci. Excusez-moi.